Les gens ne viennent pas parce qu'il pleut et ils ne viennent pas non plus quand il fait trop chaud. Bon, enfin. Alors, est-ce qu'il est utile de présenter Jean-Paul Valois, qui est déjà venu un certain nombre de fois ici, nous parler des Bastides, entre autres, mais aussi de photographie? C'est tout. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas venue ici. Non, pas encore, mais... Voilà. Donc, alors Jean-Paul Valois, tout le monde le connaît, je suppose, est donc secrétaire de l'association Bastide 64 et le principal animateur de la commission d'histoire des Bastides Aquitaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'exposition que nous exposons ici, ces 10 panneaux, là, ces 10 kakémonos ou roll-up, ont été produits lors du 7e forum qui s'intitulait Boire et manger au Moyen-Âge à Tamazan, dans le Lot-et-Garonne. Et actuellement, on est en train de préparer une autre exposition pour le futur forum qui se tiendra à Naï. Alors, les forums médiévaux ont commencé à Réménac en 2012, puis il y a eu Naï, Navarrenx. Et puis là, on est sorti des départements pour aller dans les Landes, à Jaune, et puis ensuite à Dôme, dans le Dordogne, à Blasimont, en Gironde, et le dernier, c'était Tamazan. Donc on revient cette année, le 4 et le 5 octobre, on revient à Naï. Alors il y aura j'enverrai par mail le lien pour pouvoir vous inscrire, c'est gratuit. Alors, le samedi, il y aura des conférences le matin et l'après-midi. Ce qui n'est pas gratuit, par contre, c'est le repas du midi. Si vous voulez partager le repas au restaurant Les Deux Palmiers, il faudra vous inscrire. Et le lendemain, il y aura aussi une visite de Réménac, toujours par Jean-Paul Valois. En préalable à ce forum, c'est-à-dire le 4 et le 5 octobre, le forum a lieu le 4 et 5, en préalable, le 3 octobre, il y aura une journée d'études sur les Bastides, qui se tiendra à l'université de Pau. Alors, on ne connaît pas encore l'amphithéâtre, je ne pense pas. À la présidence? Non, c'est l'amphi chaud de fond, la salle chaude de fond. Dans la salle chaude de fond. Donc, ça, c'est à la fac de lettres, je pense. Là aussi, ça sera gratuit, mais bon, pour le moment, on n'a pas les bulletins d'inscription. Alors, j'en profite. Pour tout ça, je vous le confirmerai par mail. J'en profite pour vous dire aussi, parce que ça c'est très prochainement, dans le cadre des journées du patrimoine des pays et des moulins, à Réménac, il y aura une animation, avec à 10h une visite. Alors, le thème cette année, c'est Terre à Terre. Alors, il y aura une présentation, une visite de la Bastide d'une heure de temps par Jean-Paul Valois, toujours. C'est une visite du village centrée essentiellement sur l'architecture des maisons, pierre, bois, ardoise, sur l'évolution des techniques, mais qui... Voilà. Et à 11h, son épouse, Jeanne Valois, ici présente au premier rang, fera visiter l'église Saint-Jean-Baptiste de Réménac, toujours pareil, avec son histoire, mais aussi avec aussi une attention plus particulière portée sur les divers matériaux de construction locaux et de provenance lointaine. Voilà. Alors tout ça, je l'annoncerai également par mail. Bon voilà, j'ai assez bavardé. Je vais passer la parole à Jean-Paul pour nous parler de boire et manger au Moyen-Âge. Oui, 1, 2, 3. Mesdames, Messieurs, chers amis de Gand, je vous remercie beaucoup d'être venus malgré la chaleur. Vous avez bien fait de venir car, je vous dis, vous allez avoir une soirée tout à fait exceptionnelle. Oui, exceptionnelle parce que d'habitude, je parle debout. Or, la chaleur, n'est-ce pas? Et puis, habitude de cycliste, vous savez que j'ai appris récemment que 2% de déshydratation, c'était 10% de performance en moins. Alors, donc, la première disposition, c'est que si vous le permettez, je vais rester assis,
et de temps en temps, vous ferez signe et il faut que tu te réhydrates parce que tu commences à bafouiller. Ce serait dommage que vous perdiez 10% de scènes intéressantes exposées. Voilà. Alors, après ce petit préambule humoristique, donc nous rentrons dans le sujet. Et l'idée de cette étude a été donnée d'ailleurs par Jeanne, ici mon épouse, ici présente. Et je rectifie. Oui. C'était suite à un mail envoyé par Daniel Tradero. Voilà, qui avait commencé à semer des graines. Ces graines ont bien poussé. Et après, en groupe, commission histoire, à laquelle Daniel faisait allusion, nous avons décidé d'adopter ce thème parce que il y a une certaine mode des repas médiévaux, ne serait difficile à compter sur les communiqués touristiques le nombre de villes, villages qui organisent un repas médiéval. Donc je vous en ai donné quelques-unes, etc. Toutefois, on s'est dit quel était le degré de fiabilité de ces repas médiévaux en quelque sorte. Et on s'est aperçu qu'il était impossible de reproduire à l'identique les saveurs du Moyen-Âge, pour les raisons que les ingrédients ne sont pas toujours disponibles, la vaisselle est très différente, le temps consenti aujourd'hui à la préparation est beaucoup plus court qu'autrefois, et les habitudes que nous avons prises au fil des siècles sont différentes. Nous nous sommes habitués, au détriment, aux grandes dames des médecins, à des sauces plus grasses. Nous n'admettons plus guère les mélanges salés sucrés, ils sont passés de mode. Le minimum qui n'est pas toujours respecté dans les manifestations touristiques est de ne pas servir d'ingrédients qui, à l'époque, n'étaient pas disponibles en Europe. Je passe rapidement sur cette diapositive parce que Daniel a bien expliqué l'essentiel. Cette commission a produit une journée d'études en 2023, il y a donc 2 ans, sur ce thème avec les intervenants qui ont pris la parole et dont je vais utiliser les conclusions. Donc ce que je vous présente ce soir n'est pas ma recherche personnelle, c'est le fruit d'un travail collectif et les panneaux d'exposition qui sont derrière sont également le fruit. Il y avait des binômes qui se sont formés de personnes par panneau, donc c'est le fruit du travail collectif de la commission histoire. Donc le petit livre, l'exposition est complètement reprise dans ce petit livre qui est à votre disposition. Alors, nous n'avons pas appelé ça à l'époque boire et manger au Moyen-Âge, bien que ce serait un titre extrêmement tentant, mais à l'époque des Bastides. C'est plus restrictif, vous savez comme moi que le Moyen-Âge commence des années 500, s'étale jusqu'aux années 1500, et vous devinez bien qu'en 1000 ans, la façon de boire et de manger, comme beaucoup d'autres choses, ont sérieusement évolué. On ne vivait pas de la même façon juste à la chute de l'Empire romain qu'à la veille de la Renaissance. Tous les historiens actuellement regrettent cet énorme laps de temps dans lequel on pourrait facilement retenir 2 ou 3 périodes. Nous sommes intéressés à la période des Bastides 1250-1350, mais les images que vous verrez, l'écrit n'est pas encore extrêmement répandu dans les années 1200 au XIIIe siècle, et donc nous permettons d'utiliser des images dont certaines sont au XIVe voire XVe siècle. L'accent est mis sur le sud-ouest, mais là aussi, la rareté de la documentation, même s'il vous semble qu'au fil de l'exposé, il y a beaucoup d'images, mais elles sont quand même relativement rares sur les repas, et nous avons été obligés de choisir des images qui viennent d'un petit peu partout. Il y a un brave marchand d'épices qui est de Nuremberg, etc. Il y a bien sûr, ces images sont produites par les milieux
aristocratiques qui ont les moyens de payer des scribes, etc. Les types de sources, il y a les médias contemporains, la littérature, bien sûr, et nous avons des relevés, des textes qui parlent de relevés des taxes, des transactions, les restrictions et réglementations des marchés. Il y a les plans, les chartes. L'un des intervenants a utilisé ce qui s'appelle techniquement un LEDER, c'est un relevé des taxes. Et Pierre Simon a utilisé les établissements à Genève, c'était en fait les statuts municipaux. Et nous avons, grâce à Gérard Régimbaud, fait un grand usage des enluminures, autrement dit des miniatures, prises principalement sur le site de la BNF, mais là encore, ces miniatures proviennent de manuscrits produits, comme vous le savez, par des princes ayant les moyens de financer des régisseurs, etc., qui reflètent plutôt les milieux aristocratiques, mais il y avait aussi des sortes de livres de savoir-faire, de leçons de choses, comme on dirait à l'époque, il y a quelques décennies, et qui nous expliquent les coutumes agricoles ou même culinaires. Il y a quelques livres de cuisine qui apparaissent au XVe siècle. Je vous ai dit tout à l'heure que pour faire de la cuisine dite médiévale, il faut tenir compte de restrictions. Il n'y avait pas, bien sûr, de pommes de terre, les carottes étaient peu utilisées, etc. Alors, est-ce que c'était pour autant une cuisine triste, un peu comme nos ancêtres immédiats nous ont dit « Ah, pendant la guerre, on mangeait des topinambours, c'était pas bon, etc. » Eh bien, que nenni, au Moyen-Âge, on mangeait quelque chose de bon. C'était une cuisine élaborée au service de la fête et du plaisir de vivre, n'hésitant pas à produire des plats raffinés, complexes, aux ingrédients multiples. Le Moyen-Âge connaît 9 saveurs. 9 parce qu'il y a 4 saveurs de base, mais qui sont dédoublées. Par exemple, le Moyen-Âge distingue la saveur du sucré et la saveur du miel. Le miel, bien sûr, est sucré, mais le miel a un caractère onctueux qui le distingue du sucré ordinaire. Et on ajoute la saveur poivrée. On a donc 9 saveurs à mélanger. Et comme je vous l'ai dit, les recettes sont légères et équilibrées et moins chargées en graisse. Les présentations sont soignées, au moins dans les milieux aristocratiques. Il est coutume de dire on flatte la vue avant de chatouiller le goût. Et les couleurs ont une symbolique et reflètent certains mets. Le jaune, dû au safran, reflète les œufs, le blanc, l'ail, etc. Pour autant, peut-on parler, même en se restreignant à la période, quand une manifestation touristique vous propose un repas médiéval, et bien sûr, c'est un repas médiéval parmi beaucoup d'autres possibles. À cause du temps trop long, je vous l'ai expliqué, à cause de la différence entre les milieux sociaux, et je me suis amusé à mettre côte à côte des exemples extrêmes. Un extrait de la tapisserie de Bayeux qui vous montre une sorte de barbecue avant la lettre, faite sur le champ de bataille ou à côté du champ de bataille par les vaillants guerriers de Guillaume le Conquérant quand il conquiert l'Angleterre. Au milieu, un milieu populaire au XVe, et au XVe, la cour de Bourgogne qui, évidemment, a des façons de faire, de présenter beaucoup plus élaborées. Donc, variété selon les régions, la disponibilité des prix des produits, ça n'a pas changé, sauf qu'aujourd'hui, avec les transports, mais à l'époque, il n'y avait pas de transport aussi aisé, selon la saison, le moment de l'année, les moments de la journée et une inventivité propre à chaque cuisinier, tel livre de cuisine dont j'ai parlé tout à l'heure, Le Ménagier de Paris, dit « Sur la base de cette instruction, invente également d'autres plats ». Donc voilà pour cette introduction
Et le plan que je vais suivre est très simple, à travers les aspects plus officiels. On pourra le résumer en disant on fait les courses, deuxième partie on va dans la cuisine, et troisième partie on passe à table. Alors je vous préviens d'avance, pas n'importe quelle table. Alors, les produits, le Moyen-Âge vient d'y faire allusion, n'a guère de moyens de transport, du moins pas aussi répandus et aisés qu'aujourd'hui, il n'y a pas de camion. Donc, les gens du Moyen-Âge consomment avant tout des produits locaux. Des produits locaux, ça veut dire qu'ils viennent du jardin, juste à proximité, dans ou autour des villes et bourgades, dont bien sûr les Bastides. Quand on observe le plan de Rébénac, mais le plan de Gand est en fait guère différent, vous voyez qu'il y a autour de la place centrale, place de la Bielle, quand vous arrivez habituellement, c'est place de la mairie, pardon, qui est ici, et il faut monter place de la Bielle. Elle est prévue pour avoir des maisons côte à côte et des jardins en arrière. Vous les longez précisément quand vous montez depuis la place de la mairie. Il y avait des jardins, nous avons non seulement la conviction due au plan, mais la charte de Rébénac prévoit, nous l'ordonnons et octroyons, c'est le lieutenant Gaston Phébus qui parle, à chacun un jardin équivalent à 2 places, c'est-à-dire environ 400 mètres carrés. Les jardins sont spécifiés dès l'origine. Leur surface est importante, ils forment un tout indissociable avec la maison. C'est la maison et le jardin. Et le texte ajoute, par ailleurs, vous paierez 2 deniers pour une surface à cultiver, etc. Donc maison et jardin forment un tout indissociable. Il n'y a pas de taxation spécifique pour le jardin. Pierre Simon est allé chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, des règlements municipaux en Agenais qui punissent d'amende les vols dans le jardin d'autrui, surtout s'ils sont clôturés. Et un autre passage précise que la divagation d'animaux dans les jardins est prohibée, elle aussi soumise à amende. Les documents comptables, il est assez rare d'avoir des documents comptables, mais pour la Bastide-Clérance, il y a des documents comptables à la cour de Navarre, oui, parce que la Bastide-Clérance étant en Pays Basque, dépendait de la Navarre, et c'est donc le roi de la Navarre, un fils de Philippe le Bel, futur Louis le Hutin, qui ordonne la création de la Bastide-Clérance. Et il y a donc des documents comptables conservés. Grâce à ceux-ci, on apprend qu'un tiers de la population exploite 2 jardins. Donc il y a 74 jardins, 56 déclarants, ce qui veut dire que certains déclarants occupent 2 jardins, donc une population probablement orientée déjà vers le maraîchage. Et enfin, il y a des traces dans les plans. Voici 2 plans du napoléonien du département 47, Côte-de-Coste avec mention explicite des jardins, et un plan, c'est une version assez particulière du napoléonien, c'est un plan dit en masse de culture et qui reflète un certain nombre d'attributions et d'utilisation des jardins. Il y a donc des différences portées. Sandrine Lavaux, qui est maître de conférence à Bordeaux, est venue à cette journée d'études nous parler des vignes autour de Bordeaux. Et effectivement, elle a montré par son étude que les vignes existent autour de Bordeaux, s'étendent dès le XIIe, XIVe et finissent par former un ensemble qu'on retrouve aujourd'hui dans les surfaces connues pour les crus classés. Elle montre par le menu que, si vous me passez le jeu de mots, que l'extension des crus classés aujourd'hui trouve son origine dans les délimitations des vignobles médiévaux qui sont connus par les taxes qui étaient dues aux différentes communes.
Et c'est la même chose à Agen. Autour d'Agen, il y avait des vignobles et aussi de la polyculture. Le vignoble bordelais produisait surtout du vin claré, bien connu dans la chanson, aisé à produire, rapidité et exigeant peu de matériel. Le Saint-Émilion était alors surtout vendangé en blanc, le Gaillac et le Cahors étaient en rouge. La production était destinée surtout d'abord au commerce local, donc à la consommation de la ville elle-même. Donc, les habitants de la ville allaient exploiter un lopin de vignoble et il nous en reste une expression bien connue. Quand vous achetez une bonne bouteille de Médoc, vous verrez à l'occasion, pour les meilleures d'entre elles, voir apparaître l'expression d'un cru bourgeois. Un cru bourgeois, c'est une appellation qui a été remise en scène et redéfinie au début du XXe siècle, mais l'origine première de ces crus bourgeois, où c'était la distinction entre cru bourgeois et cru paysan. Un cru bourgeois, c'était un bourgeois de Bordeaux qui allait exploiter son vin, son lopin de vigne. Le vin était un élément structurel de la société médiévale en Aquitaine, à tel point qu'il imprègne les dispositifs de rémunération d'où nous vient et est resté encore aujourd'hui les pots de vin. C'est on payait en vin, on s'arrangeait, et donc les pots de vin, on faisait un petit supplément en nature de vin et qui aidait à arrondir la facture. Vous voyez, là ici, j'ai pris un manuscrit que j'ai trouvé récemment, dit de Yves de Saint-Denis, qui est stocké à la BNF, qui est illustré en 1317. Il comporte un certain nombre d'icônes, de miniatures pleine page, et dans le bas de certaines pages, il y a des scènes urbaines. Un tiers de ces scènes urbaines représentent des tonneaux. Donc à Bordeaux, les habitants sont tous plus ou moins vignerons, et il y a une vente de vin, soit par les taverniers, soit par les particuliers qui, à domicile, vendent eux-mêmes une production de leur vin. Vous devinez, comme je vous ai prévenu tout à l'heure, que ces deux images ne sont pas du tout bordelaises. Nous avons aussi des images tout à fait exceptionnelles, dues à une sorte d'inventaire fait dans le département de la Loire, qui représente presque une photo aérienne. Et effectivement, on peut s'amuser à comparer la photo aérienne actuelle. On voit très bien Feur, dans la Loire, une ceinture de jardin qu'on retrouve aujourd'hui construite évidemment, mais dont on peut reconstituer l'emplacement. Et là aussi, à Panissière, on voit très bien les jardins autour de la ville. Je n'insiste pas sur le fait que, comme dans les Bastilles, dans certaines villes, il y avait une sorte de consanguinité entre l'habitat. Chacun avait son cochon, son petit lopin, etc. Donc, les jardins, et ce qu'on ne produisait pas dans son jardin, on le trouvait au marché. Donc, les marchés sont très importants au Moyen-Âge. Vous m'avez entendu ici même et vous m'avez accueilli pour disserter des Bastides. Excusez-moi. Et vous avez souvenir probablement que les marchés, les places que nous avons aperçues tout à l'heure au centre des Bastides étaient destinés à accueillir un marché. Ces marchés n'étaient pas organisés, mis en place par hasard. Et sur une indication de J.D.K. Petroviste qui écrit dans le livre, nous avons vérifié effectivement que dans le secteur de bassin de vie de la plaine de Naï, nous avions le marché de Naï le mardi, Gand le mercredi, Révénac le jeudi, l'Estel le vendredi, et quand on a créé Bruges à peine plus tard, on a mis le marché le lundi. De sorte que ceux qui produisent peuvent aller de Bastide en Bastide, de marché en marché, selon les différents jours de la semaine.
Ces marchés sont structurés puisque les textes, par exemple la charte de l'Estelle, nous précisent de plus, nous leur donnons et octroyons un marché perpétuellement de 15 en 15 jours, le vendredi avant celui de Morlas. Donc il y a une organisation pour que ceux qui vendent puissent venir tantôt à Morlas, tantôt dans le bassin de Naï, et il y a préséance de Morlas, ancienne capitale du Béarn. Judicael Petrovist a relevé les textes pour voir le nombre de produits qui étaient listés dans ces chartes de marché, 10, 20, 30, et il a montré qu'il y avait des marchés principaux, Toulouse, Montauban, et des marchés secondaires, et après les produits se répandaient dans des marchés de plus faible notoriété. Si les places centrales des bastilles accueillent le marché, c'est que c'est une architecture plus commode, la plus commode, pour ainsi exercer un contrôle. Vous vous souvenez que je vous ai raconté que dans les villes médiévales, si vous avez quelques souvenirs de vos promenades, il existe un marché aux poules, un marché au blé, un marché au porc, etc. Les bastilles ont l'originalité de regrouper ces différents marchés en un marché unique. Et donc, c'est ce qui justifie et qui permet le contrôle qui est explicité dans les chartes de Bastide pour donner la priorité aux échanges locaux. Cette place donne la garantie d'un approvisionnement pour tous. Elle contient le texte de la réglementation dans les chartes vise à contenir la hausse des prix, à faire pression sur les bénéfices et à garantir des quantités justes et contrôlables. Quelques rares bastides ont encore les mesures. Alors celle de Montpazier, cet emplacement est probablement d'origine, mais ces espèces de fûts en tôle ont probablement été refaits ou remis en place à date moderne. Par contre, Judicael Petrovist nous a montré cette mesure à grain à Mels dans l'Aveyron, qui est donc une mesure en pierre qui est donc datée de 1578 et qui permettait à chacun d'aller vérifier, quand il avait acheté un sétier de blé, d'aller vérifier si c'était la bonne quantité. Les chartes imposent aussi un contrôle de la salubrité. Il n'y avait pas de divagation des bêtes, il y avait des amendes si la nourriture n'était pas saine, il n'y avait pas d'émanctoire donnant sur la rue, interdiction d'écorcher dans la rue et de faire paître dans les fossés de la ville. Voici ce qui est précisé pour la jeunesse. Donc ces gens du Moyen-Âge avaient une certaine conception de l'hygiène et des réglementations à adopter. Alors, on a quelques légumes venant de notre jardin, on a acheté d'autres produits locaux sur le marché. Sur les marchés plus importants, on peut se procurer des épices. Si on n'a pas d'épices, on se contente des moutardes, du poivre de mauvaise qualité, mais bien évidemment, les plus fortunés sont attentifs à trouver des épices. Alors, ne vous méprenez pas, dans les textes médiévaux, le mot épice désigne des choses assez variées, y compris des matériaux, des bois exotiques, de la pharmacopée, de la teinturerie, etc., des condiments. Mais les condiments ne sont pas seulement le sel et le poivre et le gingembre comme aujourd'hui. Le riz, qui est de provenance exotique, est mis dans les épices, le sucre également. Et bien sûr, nous trouvons une grande variété de condiments de provenance lointaine. De provenance lointaine parce que l'Empire qu'a construit en quelques décennies Gengis Khan a le plus vaste, a priori le plus vaste des empires qu'on ait connus historiquement, permet de tracer une route terrestre qui a permis à Marco Polo de se rendre là-bas, mais il y a aussi
alternance avec des routes maritimes selon les contextes politiques. Et donc ces routes, la soie, qui étaient déjà existantes avant le Moyen-Âge, font une résurgence. Et la Pax Mongolica propose une sécurité des marchands, une garantie sur les marchandises avec des aires de repos et des étapes. Et le comte de Troyes, en Champagne, va rendre ces foires célèbres car il organise une protection des marchands la veille et le lendemain de leur présence sur les foires et marchés. Donc un sauf-conduit. Les routes maritimes sont favorisées par les progrès de navigation et on voit ici un vitrail de Bourges qui montre parfaitement le gouvernail disposé juste au milieu, à l'arrière du bateau, alors que sur la tapisserie de Bayeux, on voit ces braves matelots de Guillaume le Conquérant orienter leur navire avec une rame de côté à l'arrière. C'est évidemment plus précis avec un gouvernail, et pour montrer qu'on servait à table des épices, des tables royales, n'hésitez pas à utiliser des vases en or reproduisant la forme des bateaux pour bien montrer qu'on servait à table des épices de grande qualité. Alors, les rythmes étant, pour ne pas m'étendre de trop, je vais être très bref sur ce sujet, mais qui pourrait être étendu. Il y avait au Moyen-Âge 150 jours de maigre, donc du poisson, voire de jeûne, mais à l'inverse, il y avait de nombreuses fêtes, et encore dans les fables de La Fontaine, on a la mention que Monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son trône, donc les fêtes étaient nombreuses déjà au Moyen-Âge, et les temps de la journée, eh bien certaines de nos appellations datent de cette époque. Le matin, on déjeune, le déjeuner signifie qu'on rompt le jeûne, mais ce n'est qu'au XIXe siècle que ce déjeuner, qui était le repas du matin, a glissé au midi à cause des fêtes et des habitudes du 19e, le théâtre, le soir, etc. Donc tout ça a glissé, le déjeuner est devenu notre repas du midi, et comme il a fallu maintenir un nom pour le petit repas frugal du matin, on l'a appelé le petit déjeuner. Mais vous voyez que c'est donc des noms de repas qui viennent d'assez loin, et au lieu du dîner, une appellation traditionnelle était le souper, dans lequel, bien sûr, on mange de la soupe, autrement appelée potage. Donc, voilà pour cette partie 1, des jardins, des marchés et foires, avec une hiérarchie des marchés et leur intégration à des circuits de distribution beaucoup plus vastes et qui donnent lieu à une agriculture spécialisée, le vignoble. Alors, quels sont maintenant les aliments qu'on a pu rassembler? La proportion des aliments a varié au fil des siècles. Les latins et grecs raisonnaient beaucoup, et les cardiologues en font grand état, sur un menu assez simple, basé sur huile, vin, fromage et céréales. Par contre, les Nordiques mangeaient beaucoup plus de viande, et ces deux conflits culinaires se sont mélangés au Moyen-Âge, et différemment selon les strates sociales. Les moines ont eu tendance à garder le régime frugal, tandis que les milieux aristocratiques et les princes et rois ont eu tendance à faire bonne chère, donc à adopter les régimes culinaires qui étaient ceux des Nordiques, que les Romains appelaient barbares. Au Moyen-Âge, on consomme encore relativement de la viande dans tout, entre guillemets, les milieux. La viande n'est pas réservée aux nobles, c'est plutôt à l'époque moderne, vers le XVIe, XVIIe siècle, que la proportion s'inverse,
qu'on mange dans les milieux populaires beaucoup plus de céréales au détriment de la viande, ce qui crée évidemment une fragilité en cas de mauvaise récolte des céréales. J'ai mis là une image qui montre bien quelque chose qui est bien connu, c'est que, évidemment, pour nourrir les villes, on ne déplaçait pas les bêtes par camion ou charroi. C'était beaucoup plus commode de transporter les bêtes à pattes, j'ose pas dire à pied. Et vous voyez là, à l'entrée de la ville, des bœufs qui sont amenés pour être égorgés et dépités dans les boucheries. Difficile, bien sûr, de faire une généralité. Il n'y a pas de schéma simpliste du genre très pauvres paysans versus les princes les plus riches. Des catégories intermédiaires s'affirment, surtout dans les villes en train de naître, notamment les Bastides, tout au moins celles qui prenaient un aspect de ville, ou même à Naï, où il y avait une strate administrative, des notaires qui se mettent en place et qui disposaient certainement de moyens un petit peu plus importants que les simples paysans ou les simples ouvriers agricoles. Mais j'ai mis dans le bas de la page qu'il vient d'être montré que des paysans du Gard, il a été montré qu'ils étaient complètement végétariens, mais ailleurs, certains paysans mangeaient de la viande. Un grand choix de légumes malgré tout, et dans les images médiévales, eh bien, on voit apparaître des poireaux, de l'ail, des cucurbitacées, et vous voyez là, décliné, je vous laisse parcourir du regard, un certain nombre de légumes dont on pouvait disposer pour faire ses cuisines. On disposait aussi de fruits comme les figues ou les châtaignes, bien sûr, et étaient prisés les pommes, les poires, les raisins, et de l'abbaye de Bretagne qu'on a eu l'occasion de visiter, il a été prouvé qu'ils avaient dans les jardins de l'abbaye une 50aine de variétés de pommes, et Charles Gervais, qui est érudit botanique bien connu, est capable de décliner de tête une dizaine, quinzaine de variétés de pommes, alors que maintenant, quand vous allez dans les grandes surfaces ou chez le petit épicier du coin, quand vous avez affaire à 5 ou 6 variétés, c'est bien le tout que vous puissiez vous procurer. On consommait des fruits de la forêt, y compris des baies sauvages. On consommait du poisson, soit sous forme conservée, donc des poissons salés, soit des poissons frais quand on habitait suffisamment proche de la côte. Le fromage de brebis ou de chèvre, le fromage de lait de vache ne se répand qu'à partir du XVIIIe, si on en croit à Michel Pastoureau. Mais par contre, sous des formes variées, frais, fermentés, séchés, salés, au miel ou aux épices. Le vin, je vous ai signalé que c'était en fait la boisson principale au Moyen-Âge. Il était assimilé à un aliment car on avait constaté qu'il avait un aspect assez tonique. On avait conscience que l'eau n'était pas toujours bonne à boire. Le vin avait différentes couleurs, blanc, rouge ou claré, avec une accentuation du rouge au fil de la période et une spécialisation selon certains secteurs géographiques. Le vin d'alors n'est pas plus alcoolisé qu'un bon cidre brut. Oui, parce que le doux, non, c'est le contraire, c'est, certains cidres ont 6 ou 7 degrés d'alcool, on en boit aisément, et le vin d'alors avait un faible degré d'alcool, de sorte que l'estimation est que les gens d'alors buvaient à peu près 1 litre par jour. Il était facile à produire, il nécessitait moins de transformation que la bière ou la cervoise. Et c'était une solution pour conserver le raisin et son précieux jus et s'assurer une source de liquide tout au long de l'année.
il était bien sûr utilisé pour la messe par la religion chrétienne. Il y avait du pain pour tout le monde, et avec un esprit de justice qui faisait que la miche de pain faisait 1 kilo, était vendue 1 denier. Donc on était assuré, quel que soit le rang social, d'obtenir pour 1 denier une miche de pain. Mais seulement cette miche était, mon expression de dire 1 kilo, on consommait en gros 1 kilo par jour, mais la miche ne faisait pas toujours 1 kilo. On consommait une miche à 1 denier, mais si on était pauvre, c'était des pains de sec. Si on était plus riche, pour une miche, on avait une miche de plus faible poids, mais de meilleure qualité, de pain blanc ou de céréales de meilleure qualité. Donc il y avait une différenciation sociale, même si tout le monde avait du pain. Et il y avait éventuellement dans les villes 2 sortes de boulangeries. La boulangerie faisant des boules de pain, d'ailleurs. Le mot boulanger n'était pas le seul utilisé à l'époque. On emploie, vous verrez sur le panneau, le mot tamelier. Mais le boulanger, c'est celui qui fait les boules de pain, et c'est donc le vocable qui s'est imposé et qui est resté. Mais il y avait aussi des pâtissiers. Pourquoi donc appelle-t-on des pâtissiers? Car il n'y avait pas de gâteaux de type forêt noire. Les gâteaux étaient enveloppés dans une pâte, un peu comme nos pâtés d'aujourd'hui de charcuterie. Et donc certaines boulangeries spécialisées fabriquaient des pâtés qui étaient en fait des gâteaux. Il y avait une distinction dans les grandes villes de 2 types de boulangeries. Et bien sûr, selon le rang social, on n'allait pas forcément au même endroit. Il était de même pour la viande. Il y avait un double marché de la viande, donc 2 types de boucheries, et nous en avons des restes particulièrement en anglais, où les mêmes animaux portent 2 noms. Et en français, tantôt ça s'appelle le cochon, tantôt le porc. Est-ce que les mêmes gens, selon la catégorie sociale, certaines catégories sociales n'avaient pas le même nom des animaux, et ça trouve son origine dans ces différentes sociales. Il y avait des épices pour tout le monde, mais les paysans et les travailleurs avaient des épices simples, ou de la moutarde ou du poivre. Les nobles et riches bourgeois disposaient d'épices variées. Alors pourquoi il y avait ce rôle des épices? Le rôle des épices n'est pas un héritage de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on connaît 6 ou 7 épices, et c'est au Moyen-Âge qu'on utilise une vingtaine d'épices ou davantage. Contrairement à une idée qui est largement répandue, mais peut-être êtes-vous déjà averti, les épices au Moyen-Âge ne servent pas à masquer un mauvais goût qu'auraient les aliments. J'ai insisté sur le fait que comme il n'y avait guère de moyens de conservation, à part de faire des confits recouverts de graisse, etc., eh bien on mangeait, il était nécessaire de manger des aliments frais. On mangeait la viande plus fraîche qu'aujourd'hui. Nous avons pris l'habitude de dire une viande est meilleure quand elle s'est faisandée une dizaine de jours dans le frigidaire. Non, au Moyen-Âge, on consommait la viande fraîchement abattue. Les épices servent un rôle de distinction sociale. Il s'agit d'en mettre plein la vue. Il n'y a pas de Rolex à l'époque, donc les princes utilisent les épices pour en mettre plein la vue. On en consomme jusqu'à 1 kg par an au lieu de 50 grammes aujourd'hui. Dans les grands festins, par exemple, l'intronisation du pape Clément VI, un festin qui a duré une quinzaine de jours, qui a nécessité 6 quintaux d'amandes, 2 quintaux de sucre, 8 livres de girofle, 6 livres de safran, 31 livres de poivre, etc. Donc vous voyez une très grosse consommation d'épices, car il s'agit avec les épices de donner plus de goût, non pas de masquer le goût, j'insiste,
mais de donner plus de goût aux mets et aux poissons, on met des épices partout, y compris dans le vin, ça s'appelle l'hypocras, pour produire un effet décoratif jugé essentiel, le safran et sa couleur jaune, pour aider la digestion, car la conception de l'époque est que la digestion est une sorte de combustion, et la chaleur des épices, on s'est bien rendu compte que certaines épices chauffent un peu l'estomac. On est donc dans la pensée que ça va favoriser la digestion. Et en outre, les épices ont un caractère symbolique. La symbolique est horizontale, car la géographie de l'époque est encore assez incertaine. Ce type de carte elle date de 1247, elle est encore répandue, elle suffit dans certains monastères, elle cède la place aux portulans, à des cartes beaucoup plus précises qui comportent avec des lignes les trajets de navigation, on y reviendra dans l'exposition du Forum de Naï, mais on est, comme la géographie est imprécise, on est dans l'idée que le paradis terrestre doit se situer quelque part vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, voire l'Extrême-Orient. Donc en se procurant des épices, d'Extrême-Orient, on est dans la pensée qu'on fournit à ces convives des épices qui viennent du paradis, et donc quelque part, ça va les fortifier, corps et âme, etc. On est donc prêt à payer un prix exorbitant pour ces épices-là. Par exemple, la malaguette a été dite graine de paradis pendant à peu près un siècle ou un siècle et demi, jusqu'à ce que les progrès de navigation montrent qu'elle ne venait pas de Chine, d'Extrême-Orient, mais d'Afrique centrale. Et à ce moment-là, elle a complètement perdu sa valeur. Vous voyez, les judicales pétrovistes ont montré des différences de tarifs allant jusqu'à 40 fois la livre selon les produits. Le tableau est dans le livre. Il y a aussi une symbolique verticale. La religion, et puis aussi la lecture attentive d'Aristote, qui est très prisée dans les cercles lettrés, et dans la pensée que le ciel est habité par Dieu, que les oiseaux sont donc proches du ciel, les fruits un petit peu, les quadrupèdes qui marchent sur terre un peu moins, les légumes et les racines sont au contraire les plus éloignés du paradis. Donc les nobles ont tendance à priser plutôt les fruits et les oiseaux et considérer que les racines sont bonnes pour les paysans. Le mode de cuisson. Le mode de cuisson, eh bien, il n'y a pas de plastique, bien sûr, à l'époque. Néanmoins, il y a la même notion de vaisselle jetable, car les céramiques ne coûtent pas très cher à fabriquer. C'est donc une vaisselle du quotidien qui se casse à l'occasion, qu'on remplace aisément. La céramique a un très faible coût de production et bénéficie d'appellations un petit peu dédaigneuses qui sont restées dans le vocabulaire quotidien. Quand on désigne quelqu'un de cruche ou d'empoté, ce n'est guère un compliment et c'est lié au fait que les céramiques de l'époque sont produites dans des conditions de très bon marché et ne sont donc pas prisées. Le fait de faire une sorte de glaçure donc exige des cuissons à température plus élevée qu'on commence à connaître au Moyen-Âge, mais qui ne vont se diffuser réellement qu'à partir de la Renaissance. Il en résulte que tout le Moyen-Âge dont nous parlons utilise une céramique qui est poreuse, qui n'a pas été glacée, ce ne sont pas ce qu'on appelle une vaisselle en grès. Donc on réutilise et le pot s'imprègne des aliments précédents. Et ça donne un goût au plat. Donc c'est dans les vieux pots qu'on fait
Les meilleures soupes, eh bien, c'est à cause de ça, parce que le pot s'imprègne de la soupe précédente, et si on a oublié ou négligé de mettre un peu de sel ou de matière grasse, ça va reprendre la recette précédente, à tel point qu'en période de carême, on est obligé de délaisser le pot précédemment utilisé pour les viandes, de façon à respecter scrupuleusement les consignes de manger maigre. Dans les pots, bien sûr, on prépare le pot tâche, qu'avec une cuisson relativement lente, voire multiple, qui influe sur la texture. Et c'est en ce sens que je vous disais tout à l'heure que, si excellentes soient nos maîtresses de maison d'aujourd'hui, il est extrêmement rare qu'elles s'aventurent à préparer un plat qui doivent mijoter pendant quelques heures. Et on ne prépare que pour un repas, mais essentiellement, nous n'avons pas de frigidaire à l'époque, peu de moyens de conservation, donc il est plus rationnel de préparer pour un repas. Alors, dans cette deuxième partie, j'ai fait un petit peu la chasse aux idées courantes. Utilisation de produits frais, la viande alors répandue également dans les milieux populaires, le porc n'est pas réservé aux plus pauvres, le gibier chez les nobles, oui, mais ils ne mangeaient pas du gibier tous les jours, le poisson était fréquent à cause du régime imposé par l'Église, le pain en abondance, mais pas le même selon les milieux. Le vin abondant était la boisson principale, mais faiblement alcoolisée. L'orgie était rare et les excès condamnés. Un rôle assumé des céramiques poreuses sur le goût et un rôle social, décoratif, culinaire et digestif des épices. Voilà, après cet effort de compréhension, voici pour conclure une scène particulièrement intéressante qui est prise dans le palais Jacques-Cœur à Bourges. Donc le palais Jacques-Cœur, Jacques-Cœur était quelqu'un qui a fait fortune, qui a été pratiquement banquier du roi de France au XVe, et à l'entrée des cuisines, on trouve cette scène savoureuse où quelqu'un est en train probablement de mixer les épices. On voit la même scène dans une miniature médiévale. Une crémaillère, mais il n'y a pas de plaque derrière le foyer. Les plaques apparaissent vers le XVIe, XVIIe siècle. Et quelqu'un qui nettoie soigneusement le plat avec une poterie cassée. Vous voyez la référence à ces poteries relativement fragiles. Nous allons parler du repas et de ses rituels. Et la surprise, ça va être plus simple à expliquer. Il suffira de regarder les images. Et je vais finir pour vous emmener à la table du roi Charles V. Oui, je vous fais cet honneur de vous inviter à la table du roi. Les pièces à vivre, il n'y a pas de cuisine ni de salle à manger distincte. Les pièces au Moyen-Âge ont un usage multiple. Le rôle différencié des pièces n'est promu qu'à partir du XVIIIe siècle. Sauf, évidemment, vous le devinez, dans la très haute société, dans les châteaux. À chaque fois que vous visitez un château, on vous montre les cuisines, voire même plusieurs pièces à manger s'il y a de nombreux convives. Mais dans les milieux populaires, il n'y avait pas de cuisine, il y avait des pièces à vivre à usage multiple. Comme ces pièces n'ont pas un usage réservé, il n'y avait pas de table permanente que les architectes appellent table dormante, qui apparaît au XVIIIe. Ce qu'on fait, c'est d'avoir en réserve une grande planche qu'on installe sur des tréteaux, et vous voyez ce détail, aussi bien dans des milieux populaires que dans des milieux aristocratiques, des
des trépieds qui soutiennent la table, sauf dans les milieux populaires, quelques tables à pied fixe, mais elles sont relativement rares. Dans les milieux princiers, les tables sont disposées en U, l'image est particulièrement parlante, ainsi que le fait que le Seigneur, pour bien montrer que c'est lui le chef de la cérémonie, a fait installer sa table sur tréteau. On voit aussi là les axes des tréteaux en hauteur pour bien montrer sa préséance. Les convives sont souvent assis sur des tabourets et plus souvent sur des bancs, d'où l'expression « on fait un banquet ». Mais vous voyez que l'image est ici, l'image précédente en milieu aristocratique, là on est en milieu relativement aisé, mais beaucoup plus populaire, et on est aussi sur des bancs. Dans les milieux princiers, on est très fier de montrer sa richesse et d'avoir un meuble ostentatoire qui montre la vaisselle de luxe. C'est donc un buffet qui est qualifié de dressoir, qui est toujours gardé par un écuyer, il y a toujours représenté un écuyer pour surveiller qu'il n'y a pas de malfaçon ou quelqu'un qui emporterait la vaisselle. Et vous voyez que c'est toujours une vaisselle en métal, or, argent ou étain. Le cristal et que le verre est alors connu, mais comme il est fragile et que son coût est exorbitant, il ne se répandra que vers le XVIIIe siècle. Même sous Catherine de Médicis, la vaisselle en verrerie est mise à part pour montrer que c'est vraiment le super luxe. On se lave les mains en début ou en fin de repas, voire entre les services. Dans beaucoup de milieux, dans beaucoup d'images, on trouve l'utilisation de 2 nappes. Ce n'est pas réservé aux milieux princiers. Vous en avez vu tout à l'heure, mais vous voyez ici que même dans des milieux populaires, il y a une seconde nappe en dessous et une nappe sur le dessus qui, même celle-là couvre des bords de la table, il y a une deuxième nappe en dessous et ici on voit bien la différence. Alors pourquoi y a-t-il 2 nappes? Eh bien, c'est l'habitude comme ça, il n'y a pas de serviettes, elles apparaissent un peu plus tard, en toute fin du Moyen-Âge, et dans les milieux aristocratiques, on change la nappe du dessus entre chaque couvert et on s'essuie les doigts au passage sur cette nappe qui est mobile. Donc à la table du Charles V, vous voyez, je tiens la parole, il y a déjà quelques petites nappes, serviettes, qui apparaissent. On a des écuelles pour manger les soupes ou les potages. Et une des caractéristiques de la table médiévale, c'est qu'il y a très peu d'ustensiles. Vous voyez cette table ici, pourtant à l'évidence relativement aristocratique. Il y a les plats qui sont apportés et uniquement les couteaux. Les couteaux sont parfaitement alignés, donc on se doute qu'ils ne sont pas apportés par chacun qui a mis au hasard son couteau sur la table. Sans doute comme aujourd'hui, moi qui étais géologue, tout bon géologue a toujours un opinel dans sa poche, ce n'est pas réservé à notre corporation, mais la tradition, la littérature veut que chacun apporte son couteau. Vous voyez qu'ici ce n'est pas vrai et que les couteaux ont été disposés de façon très organisée par l'hôte qui reçoit. On mange avec le couteau et on n'utilise pas la fourchette. La fourchette existe, on va la voir sur l'image dans l'une des diapos qui suit, mais on trouve beaucoup plus commode de manger avec ses doigts. Cette habitude va durer fort longtemps, et même après Catherine de Médicis, Louis XIV continue à manger avec ses doigts, avec 2 doigts. Il faut quand même montrer qu'on est en milieu aristocratique, on utilise 2 doigts comme une pince, et vous admettrez que c'est un aspect extrêmement pratique
que n'a pas la fourchette. Donc la prochaine fois que vos enfants seront tentés à table, ou vos petits-enfants, de manger avec les doigts, au lieu de leur dire de façon dédaigneuse « tu manges comme un cochon », vous lui direz « tu manges comme Louis XIV ». Donc il y a peu d'objets sur la table, mais et en particulier il n'y a pas d'assiette répandue, pas de faïence ni de porcelaine, mais on peut avoir pris la précaution de s'être mis d'accord quelques jours préalables avec le boulanger du coin pour qu'il nous fournisse le jour venu des tranches de pain vie, évidemment ça suffit, qu'il aura mis à sécher et qui sont appelés tranchoirs, sur lesquels on dispose les aliments et qu'on va couper sur ce tranchoir. Seul dans les milieux aristocratiques, on dispose d'une pièce de bois ou métal selon les milieux. On dispose donc de gobelets pour le vin, de salières, de pain, et y compris sur une table royale. Vous voyez ici donc très bien le tranchoir, le gobelet, le pain, un deuxième tranchoir, un couteau et l'absence de fourchette. Vous voyez là sur une table de service apparaître l'équivalent d'une fourchette pour aller piquer et mettre dans les plats de service. La cuillère existe également aussi. Mais dans les milieux aristocratiques, on a cette disposition. Bien sûr, dans les milieux populaires, vous voyez que les ustensiles sont beaucoup plus simples et qu'on n'hésite pas à manger et à se servir avec les doigts, et cette fois, avec les 5 doigts, c'est plus simple et plus sympathique. Dans les milieux aristocratiques, un peu de patience, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il peut y avoir 3 à 12 services. On commence par un ouvre-bouche, on continue par les potages, arrive le mets principal, le rôt souvent, une desserte sucrée des fruits dont les poires, gâteaux et flancs, et c'est à la toute fin qu'on utilise l'issue ou le bout dehors, le fromage, d'où nous reste l'expression entre la poire et le fromage, car les fruits étaient servis avant le fromage. Sinon, l'expression aurait été mise aujourd'hui, on dirait, entre le fromage et le dessert. Non, l'expression qui nous est restée confirme bien l'ordre particulier. Et la suite simplifiée, entrée, plat, dessert, ne se généralise qu'au XIXe siècle. Bien sûr, quand le service apparaît, il y a un certain nombre de condiments à porter ou de plats à porter, mais ne croyez pas qu'on soit obligé de tout manger. On mange ce qui est à portée de main et on ne mange pas la totalité de chacun au long de la table utilise ce qui était apporté par les serviteurs. Alors, entre les plats, entre les mets, il y a les entremets, le mot nous est resté. Il s'agit d'un plat décoré, ou d'un poème qui est lu, ou d'un spectacle. Voilà le fameux dîner du pan qui a été célèbre parce que au moment de cette mise en scène, il y avait un serment pour faire une croisade ou quelque chose comme ça. Une codification du savoir-vivre en société est attestée par des manuscrits dès le XIIe siècle. Il faut se laver d'abord les mains, attendre ensuite d'être placé, avoir une pensée pour les pauvres, faire preuve de retenue, je vous laisse parcourir du regard, vous aurez plus vite fait que moi, manger sans excès et en ne riant pas trop fort. Vous voyez donc que dans les milieux aristocratiques se mettent en place des règles de savoir-vivre, une étiquette des repas qui sera reprise évidemment dans la haute société du XIXe et transmise. Un repas aristocratique, eh bien, nous voyons un
fait protégeant la mariée, enrobée de draperies de luxe. La mariée à l'écart est servie en premier, une tribune avec des musiciens, un alignement scrupuleux découvert, je vous les ai montré tout à l'heure, la sauce servie séparément, un balai des serviteurs, un service à la française, parce que tous les plats d'un même mets sont apportés ensemble, et le serviteur qui garde l'ostentation de la vaisselle de luxe. Bien sûr, c'est un repas aristocratique, et selon le milieu, le Moyen-Âge, c'est aussi et peut-être surtout une auberge où les règles de savoir-vivre font ce qu'elles peuvent. À l'évidence, le dessinateur s'est amusé à une sorte de caricature pour dénoncer des excès. C'est aussi la taverne où on peut aller voir l'Hippocrate, car comme tout le monde n'avait pas la cuisine, tout le monde n'avait pas forcément les moyens de faire un repas au sens complet, on pouvait aller très bien à la taverne, comme aujourd'hui on va manger une pizza pour se dépanner, aller manger des plats tout préparés ou simplement ramener une sorte de sauce ou quelque chose comme ça qu'on ramenait à la maison. L'extrême est évidemment ces braves bûcherons qui mangent au coin assis sur leur tas de bois, ou à l'inverse, ces gens qui font un repas plus sage et plus simple. Voilà, selon les milieux, une grande variété du Moyen-Âge à travers ce que je vous ai montré, qui insiste plus selon les aspects. Alors, donc, beaucoup de différences selon les manières de vivre et les matières utilisées, et un protocole dont nous vient encore aujourd'hui des règles de savoir-vivre que nous utilisons beaucoup. Que nous reste-t-il? Il nous reste pas mal d'idées fausses, car le Moyen-Âge fait vendre. L'allusion au Moyen-Âge fait recette. Encore il y a quelques décennies, on trouvait nombre de camemberts sur lesquels fleurissaient des étiquettes de moines grassouillés vantant le fromage, etc. On n'en trouve plus guère à part la chaussée aux moines. Mais les moines qui faisaient, soit paraît-il, bonne chère, bien sûr, ça pouvait exister, mais la règle générale était la règle générale. Les bières sont très heureuses de nous faire mention du Moyen-Âge, le secret des moines, ou bien d'afficher une date qui n'est pas la date la plus ancienne de fabrication de la bière, c'est la date la plus ancienne à laquelle on a pu montrer qu'existait l'abbaye de Lens avec un abbé. Elle a très bien pu fabriquer de la bière seulement plus tard, dont les vins, il est de bonne réputation de mettre des écritures gothiques ou de faire apparaître un blason. Je vous ai expliqué qu'il y avait une certaine étiquette née dans les milieux aristocratiques, mais dans le reste, le menu gastronomique des Français est élu patrimoine mondial. Il nous reste une convivialité où le vin joue une place importante. Tiens, viens boire un coup, tiens, on va fêter ça, etc. Il nous reste un certain nombre d'usages ou d'expressions. Alors là, malgré la chaleur, je vous fais ce quiz. Dans ce mélange, il y a deux mots ou expressions qui ne viennent pas du Moyen-Âge. Alors nous allons voir si vous êtes perspicace. Mettre la table est une expression qui nous vient du Moyen-Âge. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un rapport à le fait de prendre une grande planche, de l'étaler à plat sur des tréteaux. Voilà l'expression mettre la table. Trinquer, vous avez raison. Trinquer, il y a bien une mode de libation connue des Romains ou des Grecs. L'expression trinquer vient du monde germanique drinken ou trinken ou drink en anglais,
C'est donc une copie du mot allemand qui est intervenu plutôt à la Renaissance. On trouve cette expression dans Rabelais, et le fait qu'elle désigne le fait d'entrechoquer les vers ne semble attester véritablement qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc, dans aucune des miniatures du Moyen-Âge, je n'ai trouvé de situation de gens qui entrechoquaient les vers. Il y a donc une deuxième expression à débusquer. Trinquer en espèces. Payer en espèces. Trinquer en espèces, pardon. De la même façon qu'il y avait des pots de vin, les épices étaient vendues tellement chères qu'elles servaient de monnaie d'échange comme du troc, et donc payer en épices était de la meilleure façon, la meilleure garantie à apporter. Copain est celui avec lequel on partage le pain. Maréchage est lié au fait que les jardins étaient établis à Paris dans l'ancien quartier du Marais. Les comptes d'apothicaires étaient liés au fait que les apothicaires, comme on n'avait pas grande notion de médecine, enfin il y en avait, mais on n'avait pas les notions modernes, donc les apothicaires étaient des gens qui, comme les épices coûtaient fort cher, je vais vous mettre quelques milligrammes, enfin quelques petites poussières de telle épice, vous verrez, ça vous fera du bien. Et puis un petit peu, on m'a dit que c'était très bon aussi. Et puis un petit peu de ça. Alors évidemment, la liste à la fin, quelques grammes de gingembre, quelques grammes de... ça faisait des comptes dans lesquels on ne comprenait pas grand-chose et difficile à contrôler parce que juste un tout. Voilà les comptes d'apothicaire, qui est donc bien une expression dérivée du Moyen-Âge. Le pain d'épices est une invention de Gengis Khan. N'allez pas croire que si vous achetez l'excellent pain d'épices Brossard, l'un des rares qu'on trouve encore, la recette vient de Gengis Khan. Non, mais le fait d'ajouter des épices permettait, comme encore aujourd'hui, de conserver le pain plus longtemps et donc de fournir aux troupes de Gengis Khan un aliment qui avait une meilleure durabilité. Eh bien, dans cette liste, mesdames et messieurs, il y a à boire et à manger. À boire et à manger est une expression qui nous vient du XVIIIe et qui n'est pas du tout du Moyen-Âge. Voilà mis en rouge les deux fautifs. Les autres, mettre la table, boulanger, empoter, etc., sont toutes des expressions qui nous viennent du Moyen-Âge. Je passe rapidement, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le fait que la position des vignobles à Bordeaux et probablement aussi en Bourgogne reflète encore aujourd'hui les endroits où les taxes, on trouve les taxes payées aux communes qui montraient l'extension des vignobles médiévaux. Nous trouvons des régions comme la Brenne ou la Dombes qui ont de très nombreux étangs. Eh bien, ces étangs ont été aménagés au Moyen-Âge pour permettre la pêche et fournir du poisson. Enfin, les dates des marchés, je vous l'ai montré. Si vous allez à l'excellent marché de Naï, il a toujours lieu le mardi. Probablement, continuité, peut-on supposer, on ne peut pas le prouver à quelques années près, mais en continuité et fêtant le paréage de 1302 qui était signé lui aussi un mardi. Donc les dates hebdomadaires des marchés se retrouvent depuis le Moyen-Âge. Et à travers cette réglementation des marchés, je vous ai laissé entendre que ces marchés des Bastilles étaient le début d'une interaction entre le pouvoir politique et le monde commerçant et marchand,
Et c'est le début d'interaction et le début d'une politique économique qui fait florès encore aujourd'hui. Dans le monde romain, vous avez bien aussi des marchands et des marchés, mais vous n'entendrez jamais de politique économique, sauf de façon très imagée, de tel et tel empereur. Au contraire, à l'époque des Bastides, commence à se mettre en place une politique économique. Philippe le Bel a été formellement accusé, y compris par le poète Dante, de trafiquer la monnaie, ce qui n'était pas complètement faux. Donc c'est sous Philippe le Bel que se met en place une politique économique dont les aspects très concrets pour nous sont la réglementation des marchés, une taxation imposée du prix des marchandises, une interdiction de vendre des nourritures avariées dont nous reste encore aujourd'hui le contrôle, la répression des fraudes et ainsi de suite. Alors ces aspects seront abordés plus en détail, nous y reviendrons lors du forum de Naïm le 4 et 5 octobre et dans lequel je remercie Daniel Treilhau d'avoir fait l'annonce préalable. Il y aura une autre exposition sur le thème des innovations techniques du Moyen-Âge et différents intervenants qui vous parleront de l'écologie, du rapport du monde agricole avec la situation de l'époque et toute la vie, la plaine économique de Naïm que nous aurons l'occasion de détailler le pourquoi ces bastides ont été implantées, notamment, mais aussi dans le Toulousain, etc. Mesdames, Messieurs, je vous remercie à nouveau de votre présence malgré la chaleur et je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit et vaste soif, comme on dit encore en Bourgogne. Est-ce qu'il y a des questions? C'est les jardins? Les casaux, oui. Casao? Casao. Casao. Alors, c'est toute une histoire et qui fait l'objet d'une autre conférence. Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir lors du dernier exposé du forum de Naïm. Les caseaux étaient ce qu'on appelle aujourd'hui une ferme, une exploitation agricole au Xe, XIe, XIIe siècle. Donc un maître de casale est délégué par le seigneur pour gérer un certain espace rural. Donc son exploitation avec son bâtiment et des terres autour. Les Bastides introduisent une sorte de révolution voulue et assumée et jouent sur les mots avec le mot casale. Pourquoi? Parce qu'il était de notoriété publique et de droit admis que les maîtres de caseaux, donc il faut s'imaginer la situation plutôt en montagne, où subsistent encore ces maisons dominantes, où subsiste encore le syndicat intercommunal de la vallée d'Ossau, les maîtres de caseaux avaient seul droit d'accès aux eaux et aux terrains libres que constituent les communs. Comment faire pour implanter des gens dans une bastide et décréter qu'ils aient, bien qu'ils soient de nouveaux venus sur le territoire, eux aussi accès aux eaux et aux communs? On fait un tour de passe-passe juridique et le tout petit lopin de 10 mètres de large sur 30-40 mètres de long, qui aurait dû s'appeler le jardin, hortus en latin, on lui donne le nom de casale, grâce à ce tour de passe-passe juridique. Les habitants des Bastides sont donc maîtres de casale
et donc ont droit, accès aux droits et aux eaux et aux communs. Alors, évidemment, la société rurale traditionnelle n'a aucune naïveté, connaît son droit aussi, mais pas le même. Et les animaux des gens des Bastides qui viennent vers Bescade, il y a des conflits qui se terminent à la cour d'Orthez. Alors, pour imaginer ce que ça peut signifier aujourd'hui, c'est comme des transporteurs qui, au lieu d'avoir un statut de travailleur français, ont un statut de droit international. C'est la même ampleur juridique, sauf qu'à l'époque, le droit n'est pas unifié et qu'on peut faire des entourloupes comme ça. Voilà, dit en 2 mots, pourquoi les jardins d'un certain nombre de Bastides sont dits caseaux. Là, je sors pas ça de ma poche, je suis au pied de la lettre, l'interprétation donnée par Benoît Curcinte. D'autres questions? J'en avais une. Puisqu'il y avait beaucoup de jours de jeûne, de carême, enfin, d'abstinence, le 130, je crois, tu as dit? 150. 150. D'où venait le poisson en mer? Est-ce qu'il venait de la mer ou... Eh bien, on était peut-être moins regardant qu'aujourd'hui. Quand j'étais, il y a fort longtemps, en Lorraine, le grand-père avait ramené des perches, d'autres poissons, des carpes. Bon, oui, ça se mange. Oui, oui. Il y a beaucoup d'arêtes, c'est vrai, mais bon, il y avait quand même des poissons. Alors, je ne vous fais pas le coup des saumons qui étaient pêchés ici, qui étaient très nombreux, mais effectivement, on pouvait, Saint-Justin dans les Landes, il y avait des pêcheries le long des rivières, donc il y avait quand même des poissons. La ville de Saint-Denis que j'ai montré tout à l'heure, la rivière est représentée avec plein de poissons. Il y avait du poisson dans les rivières, etc. Il y avait moins d'habitants qu'aujourd'hui aussi dans la région. Il y avait moins d'habitants et on exploitait moins la ressource. D'ailleurs, sur la couverture du livre, sur la première page du livre, il y a une photo de poisson de saumon sûrement. C'est une photo du tympan de Sainte-Marie de Saint-Laurent. Donc si vous voulez des ouvrages, il y en a quelques-uns à la vente. Je vais rajouter un petit point par rapport à ce que j'ai oublié. Cette exposition, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous pouvez la regarder, on va l'emballer après. Elle sera à la mairie de Gand demain, à partir de demain. Monsieur le maire nous a autorisé à l'installer entre les 2 bâtiments, dans le couloir où il y a un escalier qui monte vers la salle de mariage en haut. Voilà. Donc vous pourrez la voir et dire à vos amis que vous pourrez voir cette exposition et prendre le temps de la lire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie également Jean-Paul.